Nous avons deux conférencières, Madame Isabelle Cardinal de la Société Logique ici au Canada et Madame Andréane Maillot de l'Institut Nazareth et Louis Braille aussi du Canada. Alors, Mesdames. Merci. Alors, je vais débuter. L'objet de notre présentation, on vient vous parler d'un guide qui regroupe des critères d'accessibilité universelle pour favoriser des aménagements extérieurs universellement accessibles. Pourquoi ce guide-là? Comment il est né? D'où il est venu? En fait, c'est qu'on constate, je pense tout le monde, qu'il y a de nombreux obstacles environnementaux. Bon, c'est sûr que le guide touche principalement les aménagements extérieurs. Quand on se promène à l'extérieur dans une ville, sur les trottoirs, dans les rues, il y a beaucoup d'obstacles au déplacement. On constate aussi que même lorsqu'il y a des nouveaux aménagements qui sont réalisés, ils ne sont pas toujours accessibles. Bon, on parlait la conférence précédente, le bâti existant, oui, on peut comprendre qu'il y a certaines limites, mais dans les nouveaux aménagements, on s'attendrait à ce qu'on solutionne des obstacles, mais non, on constate qu'il y a encore beaucoup d'aménagements non accessibles. La législation, en ce qui concerne les aménagements extérieurs, est pauvre, pour ne pas dire inexistante au niveau de l'accessibilité. Et on constate aussi que les concepteurs sont très peu informés des besoins des personnes handicapées. Bon, le guide vise principalement, on voulait vraiment bien documenter les besoins des personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, on constate que les concepteurs connaissent pas bien les besoins des gens. Donc, si les concepteurs connaissent pas bien les besoins, les aménagements qu'ils conçoivent, on n'est pas très étonné qu'ils soient peu accessibles. Donc, de 2000 à 2014, l'Institut Nazareth Louis Braille, qui est un centre de réadaptation qui offre des services aux personnes qui ont une déficience visuelle, et Société Logique, qui est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de l'accessibilité universelle, on a décidé de travailler ensemble. Bon, sur 14 ans, on a réalisé en fait deux guides, un guide sur les aménagements intérieurs et un guide sur les aménagements extérieurs. Le titre de notre guide parle d'accessibilité universelle. Juste un petit rappel sur ce qu'est l'accessibilité universelle, c'est la définition officielle. C'est le caractère d'un produit, procédé, service, information ou environnement qui, dans un but d'équité, dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d'obtenir des résultats équivalents. Donc, j'attire votre attention sur le mot autonome, puis aussi le résultat équivalent. Donc, la façon dont on rend accessibles les choses fait en sorte que c'est universel ou non. Le document le contenu ne vient pas seulement là, des auteurs de l'INLB de Société Logique. Le contenu a vraiment été validé avec des spécialistes en orientation et mobilité de 7 centres de réadaptation du Québec, des gens du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, un expert en aménagement de voies cyclables de Vélo-Québec et des ingénieurs du ministère des Transports du Québec responsables de la signalisation sonore. Et l'équipe de rédaction concrètement, puis vous aviez la page couverture du document, 3 spécialistes en orientation et mobilité de l'INLB, donc Agathe Rattel, Lynn Lemay, Carole Zabiello, et 2 spécialistes en accessibilité universelle de Société Logique, moi-même, Isabelle Cardinal et Sophie Langto. La page couverture que vous voyez là à l'écran, on a le logo, là, le document, on l'a soumis dans le cadre du concours Design for All et le document a été primé. Bon, on n'a pas gagné, mais on a été finaliste dans le concours. La méthodologie d'élaboration, bon, on a identifié des thématiques qu'on voulait traiter au niveau des aménagements extérieurs. On a fait une revue de littérature et il a fallu aussi, tout le monde ensemble, s'entendre sur les critères qu'on mettait de l'avant dans le document. Et ça a donné lieu à 6 fiches qu'on va vous présenter. Là, on va vous présenter le contenu avec quelques exemples des fiches. La première fiche, trottoir public.
Donc, je vais accélérer un petit peu. En fait, la problématique, c'est que dans les corridors de déplacement, il y a beaucoup d'obstacles pour le déplacement des personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment de regrouper tout le mobilier urbain, tous les obstacles dans une zone de plantation, préférablement en bordure de rue. Donc, c'est quand même assez simple, là, mais on ne le voit pas toujours fait. La fiche 2 présente les coins de rue où on a des bateaux pavés qui ne sont pas détectables pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Et les indices actuels, les stries, la dénivellation ne sont pas des indices efficaces. Donc, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir, je pensais qu'on avait une photo, d'avoir des coins de rue avec les surfaces podotactiles et la clé est vraiment sur la géométrie et l'alignement des coins de rue avec le corridor piétonnier et d'avoir vraiment des trajectoires qui soient le plus droites possible pour éviter la désorientation. Je passe la parole à Andréane, qui est beaucoup plus spécialisée que moi pour le prochain sujet. En fait, pour ce qui est des signaux sonores, donc je vais vous en parler juste un petit peu plus longuement, en fait, parce qu'on a quand même des particularités au niveau du Québec et du Canada pour ce qui est du mode de fonctionnement. Mais juste pour vous mettre un petit peu dans le bain au niveau comment les personnes qui ont une déficience visuelle font pour traverser une rue de façon sécuritaire quand il n'y a pas de signaux sonores. Donc, ils vont vraiment utiliser les sons de la circulation pour analyser une intersection, vraiment venir à s'aligner avant puis pendant la traversée aussi, bien sûr, trouver le moment opportun, donc au début du cycle vert, et pour maintenir une ligne droite là, tout au long de la traversée. Malheureusement, il n'y a pas de... OK. Malheureusement, il y a beaucoup de barrières architecturales ou différents éléments qui font en sorte que traverser une rue de façon sécuritaire, de façon autonome aussi, c'est pas toujours facile. C'est dans ces moments-là que les signaux sonores sont bien importants. Par exemple, quand on a l'absence justement de trafic parallèle ou des types d'intersections irrégulières, par exemple, intersection hantée, intersection qui est décentrée également, des carrefours giratoires, il y en a quand même de plus en plus aussi. Intersection très achalandée, beaucoup de mouvements de virage, camions lourds, donc beaucoup de bruit. Les fameux tout rouges également, donc ça c'est très problématique en fait pour notre clientèle aussi. Donc, on voit, il y a deux photos, en fait, celle de gauche, on voit que c'est vraiment une intersection qui est décentrée, et celle de droite, donc une intersection hantée. C'est vraiment des endroits privilégiés pour l'installation de signaux sonores. Justement, dans le mode de fonctionnement, il y a, ça date de 93, il y avait une étude et tout pour vraiment développer un type de signal sonore axé vraiment sur la sécurité. Ce qui était fait à la base, c'était vraiment pour indiquer le début du cycle vert. Okay? Donc, c'était un type buzzer qu'on appelait. Puis il y avait un signal qui était émis au début du cycle vert, puis ça indiquait la personne à traverser. Sauf que il y avait pas, c'était difficile pour la personne de maintenir la ligne droite tout au long de la traversée, donc c'était pas nécessairement sécuritaire. Donc, ils ont fait en sorte, pour éviter les erreurs d'interprétation, puis favoriser l'alignement également, donc ils ont fait l'alternance des signaux. Donc, d'un côté comme de l'autre de la rue, il y a des haut-parleurs qui sont installés en haut des poteaux, et puis de cette façon-là, ça va alterner au niveau du signal. Il y a une mélodie qui avait été développée, qui est très appréciée par l'ensemble des usagers, la mélodie du Canada, en fait. Et puis, donc, c'est vraiment, ça a été développé avec des audiologistes et tout ça. Je vais vous en le faire écouter d'ailleurs. Je ne sais pas si Monsieur Dusson en arrière peut la partir. Donc, c'est juste pour vous faire, je ne sais pas l'ensemble du signal, mais c'est juste un petit extrait. Alors, on a une mélodie qui est vraiment distincte. Contrairement à certains, on a de type coucou, où il y avait, par exemple, aux États-Unis, je sais qu'il y a déjà eu des oiseaux qui imitaient le type de signal. Alors, ça portait à confusion, donc on voulait éviter ça. Donc, il y a 4 notes dans l'engagement, 3 notes dans le dégagement. Puis c'est vraiment pour faire pareil comme pour les piétons. Alors, au début, pour les piétons, on a le bonhomme piéton et pour les 9 premières secondes. Et ensuite, on a une main clignotante ou un décompte numérique. Alors, c'était vraiment pour que ce soit équitable finalement pour tous.
Et le système a été validé en 99 et c'est maintenant normé au niveau du Québec et du Canada. Donc, on a des images ici juste pour vous montrer la photo de gauche, donc il y a un encerclé pour vous montrer les haut-parleurs, en fait, qui sont installés en haut des poteaux. On a le dispositif de localisation. C'est bien beau mettre un signal sonore, mais il faudrait quand même que la personne trouve le poteau pour l'actionner. Alors, il y a un son qui est émis. Donc ça va indiquer qu'il y a un signal sonore à cet endroit-là. Et puis, donc, c'est aussi pour trouver le poteau en tant que tel. Maintenant, les intersections complexes, donc bien sûr plusieurs problématiques. Ça arrive que c'est quand même difficile des fois de reconnaître juste l'arrivée au coin d'intersection. Avec tous les travaux qu'il y a, des fois, donc le coin de la rue est à égalité avec le trottoir, donc c'est vraiment difficile pour les gens de le détecter. Justement, bon, localiser l'emplacement de la traversée. Des fois, le bateau pavé n'est pas aligné avec le corridor piéton non plus. Alors, c'est une problématique. Obstacle dangereux aussi. Disons, une grande intersection avec un terre-plein central, il y a le corridor piéton, et puis au centre, on retrouve le terre-plein central qui dépasse dans le corridor piéton puis qui n'a pas été abaissé. Alors ça, c'est un petit peu problématique. Donc, ce qui était à privilégier, donc, par exemple, là, c'est vraiment, on vous donne quelques exemples. Donc, une rue large, donc avoir un refuge au centre, donc faire une traversée en 2 temps, donc avoir signaux sonores installés, corridor piétonnier, des tuiles avertissantes également pour indiquer au bateau pavé, là, pour indiquer la traversée. Même chose que lorsque des fois le passage n'est pas aligné. Alors c'est la même chose donc d'installer finalement que tout soit bien installé avec les tuiles avertissantes et signaux sonores. Même chose dans les bretelles d'accès. Alors donc il y a un bateau pavé, surface avertissante, qu'il y a un feu piéton avec signal sonore. Donc et que ça soit vraiment bien délimité. Sur l'îlot également, avec une trajectoire bien définie là, pour les piétons. Piste cyclable, donc on voit que ça gagne en popularité, c'est très bien, j'ai rien contre ça. Seulement, c'est pas toujours l'aménagement n'est pas toujours adéquat. Donc, il y a beaucoup de conflits entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes, etc. C'est dur pour une personne qui a une déficience visuelle de détecter quand il y a un vélo qui s'approche. Donc, c'est des choses à considérer. Ou encore, vous attendez l'autobus, et puis là, vous devez traverser la piste cyclable pour aller rejoindre l'autobus qui vient d'arriver. Donc, ça aussi, c'est quand même assez problématique. Petit exemple de chaos qu'on peut retrouver, ça c'est d'ailleurs dans le quartier des spectacles, en passant, où le trottoir est au même niveau que la piste cyclable. Les exemples, donc, c'est vraiment avoir un couloir distinct, qu'il y ait un changement d'élévation, qu'il y ait un trottoir, et puis après, donc, la piste cyclable. Ou encore une bande de gazon, tout simplement. Avoir quelque chose pour vraiment bien délimiter les 2 endroits. Dans les espaces vastes, on a donc les différents sujets. Il y a place publique, rue piétonne, et j'approche de la fin, promis. Terrasse, stationnement. Donc, imaginez-vous, vous sortez d'une station de métro, vous sortez d'un bâtiment, vous arrivez dans un espace très vaste, vous devez rejoindre le trottoir. Vous avez une déficience visuelle, comment vous faites? C'est quand vous n'avez pas de repères, c'est très, très difficile de s'orienter dans ce temps-là, de maintenir votre ligne droite. Ou encore, vous imaginez, vous vous promenez le long d'une rue où il y a différentes terrasses. Mais là, les terrasses deviennent plutôt une course à obstacles, en fait, parce qu'elles sont mal aménagées. Ou encore, le mobilier urbain n'est pas bien positionné également sur le trottoir. On a un exemple ici d'une terrasse qui n'est pas délimitée. Donc, la personne marche sur son trottoir et là, arrive dans des tables, des chaises, se tasse. Ah, OK, il y a un parcomètre, il y a ci, ça, donc c'est quand même complexe. Donc, ce qui est vraiment à favoriser, donc, c'est aménager la terrasse près de la rue, garder le couloir piéton finalement dégagé. Ou encore, si le trottoir est assez large, vous pouvez le positionner du côté de l'immeuble, mais donc, ce soit bien délimité toujours. Alors, ça fait le tour des différents points pour ce qui est des fiches. C'est sûr qu'on a donné quelques exemples. Ça serait vraiment, si vous voulez les consulter, on a sur le site de l'Institut Nazareth et Louis Braille, elles sont disponibles, ou encore sur le site de Société Logique également. Donc voilà.